Donc moi, je vais vous dire effectivement quelques mots sur BNP Paribas et sur le fait que on s'est rendu compte que l'agriculture allait nous rattraper. Je m'explique. On a décidé chez BNP Paribas de faire des 17 objectifs de développement durable de l'ONU un élément de notre projet d'entreprise, avec des objectifs liés à ce développement durable au même titre que les objectifs financiers. Et comme on est une banque plutôt urbaine et une banque des entreprises, c'est vrai qu'au départ, on a abordé le sujet par un certain nombre de domaines qui sont d'ailleurs chers à Madame la Ministre, comme par exemple l'énergie ou l'industrie. Et très vite, on a été, si je puis dire, rattrapé par l'agriculture. Alors d'abord, on a été rattrapé par l'agriculture parce qu'on est une banque des start-up et il ne faut pas oublier l'importance des start-up et l'importance de les financer. Hein, donc quand on voit Ombrea qui propose des ombrières intelligentes jusqu'à Nayo qui fait des robots qui permettent de désherber et de réduire l'utilisation de pesticides chimiques, on voit bien qu'il y a une vraie filière d'excellence industrielle qui est en train de se créer et qui va jouer un rôle très important dans l'agriculture de demain. Et puis, être au service des objectifs de développement durable de l'ONU, c'est aussi être au service du gender equality, de l'égalité des sexes. Et être une banque qui travaille à une meilleure inclusion des femmes dans la société, eh bien ça passe très largement par l'agriculture. Et je peux vous donner un exemple. Nous sommes au Sénégal, à la frontière mauritanienne, où nous sommes dans une des régions qui ont été le plus touchées par le réchauffement climatique. Les pluies ont diminué d'à peu près 30% au cours des 25 dernières années, donc c'est très considérable. Et les cultures ont été largement abandonnées et les villages désertés avec des migrations importantes. Mais les femmes sont restées. Et les femmes, vous voyez sur cette image les femmes du REFAN, le réseau des femmes agricultrices du Nord, et ces femmes ont développé des agricultures résilientes, notamment avec des espèces de riz qui le permettent, et elles ont en quelque sorte sauvé leur village. Et on parle de dizaines de milliers de femmes. Le problème, c'est que quand on a commencé à savoir que ces femmes avaient du succès dans leurs efforts pour transformer l'agriculture et la rendre résiliente, les hommes sont revenus. Et les hommes sont allés voir les chefs de village et ont dit « mais c'est pas normal que les droits sur les terres soient donnés aux femmes, puisque si les femmes y arrivent, on doit y arriver nous aussi. » Et donc, ils ont en quelque sorte demandé à ce que les prochains droits sur les terres leur soient donnés. Donc, on travaille sur un programme avec ONU Femmes pour aider ces femmes à s'autonomiser, à être en état de dialoguer avec les institutions financières, de dialoguer aussi avec les chefs de village. On parlait ce matin de la cohabitation des différents statuts juridiques qui rend cette question extrêmement compliquée. Et donc, lorsqu'il y a transformation agricole et enjeu agricole, il y a transformation de l'enjeu de l'égalité entre les sexes. C'est un des enseignements qu'on a découvert. Et puis, bien entendu, chemin faisant, on a découvert aussi que notre savoir-faire de banque pouvait être utilisé dans des endroits insoupçonnés. Par exemple, on a créé Climate Seed, qui est un social business qui permet de mettre en relation des entreprises avec des projets de compensation carbone. Et on sait qu'aujourd'hui, il va y avoir de plus en plus d'entreprises, de PME, qui vont avoir besoin de compenser leurs émissions CO2 en investissant dans des programmes de compensation agricole ou forestier qui auront été validés. Et puis effectivement, les plus grandes coalitions, c'est celles qui peuvent naître de la rencontre entre des États, des entreprises, des banques, des ONG, des savants, des investisseurs, pour recréer de grands écosystèmes, comme le disait Madame la Ministre tout à l'heure. Alors il y a un exemple qui fonctionne extrêmement bien déjà, qui est connu, qui est le TLFF en Indonésie. C'est une plantation de 88 000 hectares, autour de laquelle se sont penchés à la fois le WWF, qui en a conçu le cahier des charges,
charge Michelin, BNP Paribas, des investisseurs et l'institution américaine de développement USAID. Et donc cette plantation de 88 000 hectares fournit à la fois du caoutchouc équitable à Michelin, du travail à 16 000 personnes, et puis contribue puissamment à restaurer la biodiversité. Il y a beaucoup d'autres programmes à grande échelle. Actuellement, on travaille sur la transformation agroécologique entière de l'État de l'Andhra Pradesh via le Zero Budget Natural Farming, qui est un programme sans intrants ni chimiques. Pour nous, c'est de la recherche et développement. Aider un État entier à mobiliser plusieurs milliards de dollars de capitaux auprès des investisseurs pour faire cette transformation, c'est tout à fait inédit. On n'est d'ailleurs pas certain qu'on va y arriver, mais en tout cas, on investit dans cette recherche et développement, et peut-être que demain, on le fera aussi à l'échelle de grands pays africains pour ce qui concerne le cacao. Et puis, ce qui est très important, c'est la coalition avec la science. Et là, je vais passer le relais à Michel, parce que nous travaillons dans le cadre d'un programme qui s'appelle le One Planet Fellowship, qui a été développé sous l'égide du gouvernement français avec l'Institut Agropolis et qui est cofinancé par BNP Paribas et par la fondation Bill et Melinda Gates. Et c'est un programme qui vise à développer dans toute l'Afrique, anglophone d'abord, mais de plus en plus francophone, la présence de chercheurs et de chercheuses qui vont travailler sur une agriculture résiliente. Et donc, Michel, c'est à toi.